Bienvenue Doc Seb. Bienvenue Christy. Alors aujourd'hui, nous parlons du burn-out. Nous avons tous des périodes où nous nous sentons un petit peu plus stressés que d'habitude, mais lorsque cet état se prolonge, cela peut conduire à un burn-out. Il est important donc de repérer les premiers signes de ce syndrome d'épuisement afin d'en limiter les conséquences. Alors avant toute chose, Doc Seb, qu'est-ce qu'un burn-out? Un burn-out, c'est typiquement l'épuisement au travail. C'est quelque chose qui a été développé au départ dans les années 70. On s'intéressait surtout à la fatigue et à l'épuisement des professionnels et notamment de santé ou des travailleurs sociaux. Enfin, et après, ça s'est généralisé de plus en plus jusque dans les années 2000 où maintenant on en parle d'une façon plus globale de l'épuisement professionnel, on va dire, qui est connu sous l'appellation burn-out, mais chez nous, c'est l'épuisement professionnel. Alors, ça se caractérise par un sentiment de fatigue très intense, de perte de contrôle, d'incapacité en général à aboutir à des résultats concrets, et puis d'un désengagement progressif, une perte de motivation et puis des retentissements aussi psychosomatiques. C'est aussi tout cet aspect-là qui a été beaucoup travaillé. Bon, il faut savoir que maintenant, il y a quand même presque une personne sur quatre qui va développer des signes du burn-out. Donc ça, c'est un élément quand même tout à fait important. Et c'est lié aussi aux grandes mutations un peu du travail qui ont eu lieu ces 30 dernières années, avec une charge mentale de plus en plus importante pour les personnes qui travaillent, et aussi des types de management aussi qui peuvent favoriser, on va dire, ce burn-out. Alors justement, on parlait de la charge mentale. Est-ce qu'aujourd'hui, le burn-out, on peut l'identifier uniquement au travail? Est-ce que c'est lié uniquement au travail ou est-ce que la société actuelle fait qu'on peut développer également des burn-out? On le réserve normalement au travail, même si on l'a généralisé, par exemple, sur le burn-out parental, sur tout un tas de burn-out, pour parfois un petit peu le déplacer et pas forcément reconnaître d'autres troubles. On l'a un peu globalisé. Mais bon, globalement, ça se présente comme un épuisement professionnel. L'idée, c'est quand même que ça reste dans un cadre professionnel et c'est classé dans ce qu'on appelle les troubles de l'adaptation. Même si c'est pas reconnu comme une pathologie mentale, ça figure d'ailleurs pas dans les manuels de classification, le DSM par exemple. Bon, il y a quand même des symptômes caractéristiques qu'on va voir, la démotivation constante par rapport au travail, même si souvent il s'agit de personnes qui ont surinvesti leur travail, bien sûr, l'irritabilité, des colères spontanées, des pleurs fréquents. On va voir aussi à un moment donné ce sentiment d'être incompétent alors que la personne est souvent quelqu'un d'assez perfectionniste, le goût de s'isoler, le sentiment d'échec, et puis une anxiété qui va s'installer, une inquiétude, une insécurité aussi, des moments de perte de mémoire un peu, des difficultés à exercer, on va dire, son travail d'une façon globale, et puis une forme de confusion, et ça peut même aller jusqu'à des pensées suicidaires chez certains, dans les cas les plus graves, quand ça va s'associer après à d'autres problématiques dont on parlera. Alors justement, pour bien identifier, tu m'as un petit peu devancé, mais malgré tout, est-ce que tu peux nous donner les premiers symptômes d'un burn-out? On peut par exemple, je dirais, le percevoir globalement à partir du moment où la personne surinvestit son travail. En général, ça va être cette première phase. Il va y avoir un surinvestissement très important du travail où ça va devenir une obsession constante. Et puis ensuite va arriver une fatigue psychique qui va commencer à arriver avec un effet de saturation et puis ensuite un retentissement avec des troubles psychosomatiques, des céphalées, des maux de ventre, des troubles au niveau du dos, une difficulté ensuite avec un retentissement social. On commence à s'isoler, on a un sentiment d'échec, on perd confiance, et puis l'anxiété, le stress qui va se développer de plus en plus, avec tout le cortège des symptômes qui vont faire qu'à un moment donné, le travail devient quasiment impossible, ou alors on est dans cet épuisement. Dans le burn-out, il y a l'idée un petit peu qu'on s'est tellement épuisé, qu'on s'est consumé, dans le burn notamment. Et donc c'est très caractéristique comme symptomatologie.
Alors, comment justement savoir si une personne de mon entourage souffre d'un burn-out? Déjà, il y a maintenant des modèles de recherche qui ont été développés, alors notamment nord-américains, mais aussi francophones, qui sont développés. Donc, on va déjà, on va dire, évaluer la forme d'exténuation. On appelle ça le sentiment de perte d'énergie, avec des aspects physiques, affectifs et cognitifs. Et aussi le désengagement, une forme de distanciation qu'on va avoir par rapport à son travail, où on n'arrive plus à le trouver comme suffisamment motivant. Pour ce faire, on utilise par exemple des tests. Alors il y a le test d'Oldenberg qui est assez connu, le test de Maslach, où il y a, on va dire, une série de questions qui vont examiner finalement ce trouble de l'adaptation et à partir de, en gros, des réponses à ces items et des impressions alors de fatigue physique, psychique, de désengagement, de démotivation et de retentissement sur sa vie sociale, eh bien, on va pouvoir déterminer le degré de burn-out. Et s'il s'agit bien d'un burn-out, évidemment. Alors, quels sont les signes exacts? Les signes, il va y avoir une fatigue persistante. Alors, il y a plusieurs types de signes, en fait. On a des symptômes qui sont physiques, déjà. C'est important pour les personnes, d'un point de vue pédagogique, je pense, de le repérer. Symptômes physiques, déjà. Alors, avec une fatigue persistante, c'est vraiment le sentiment un petit peu qu'on n'arrive pas à recharger ses batteries. Parfois, des douleurs psychosomatiques, des maux de dos, des douleurs musculaires, des migraines, des céphalées, enfin, des problèmes digestifs, des ulcères même, ça peut aller jusqu'à, pour certains, le sommeil perturbé, des problèmes parfois cutanés. On va s'apercevoir aussi d'une perte ou d'un gain de poids, et des infections alors plus fréquentes, plus de sensibilité aux rhumes, aux grippes, aux otites, etc. Ça, c'est toute la série des symptômes physiques. Et puis, avec cet élément aussi de fin de semaine qui deviennent de plus en plus durs, où ça devient de plus en plus impossible même d'aller au travail. Et puis après, tous les symptômes psychiques dont on a parlé, anxiété, montée du stress, sentiment d'irritabilité, et puis forme de dépressivité un peu ambiante qui s'installe progressivement. Y a-t-il une catégorie de personnes plus touchées que d'autres? Est-ce qu'on a pu identifier les personnes qui faisaient plus facilement des burn-out? Alors oui, on a commencé à s'y intéresser depuis quelques années et alors on va voir un type de profil assez fréquent. C'est ce qu'on appelle le syndrome du bourreau de travail. De même qu'il y a le syndrome du sauveur, de l'infirmière, enfin il y en a tout un tas de syndromes populaires comme ça. Ça, c'est le syndrome du bourreau de travail. En gros, ça correspond à 2 à 3% des personnes en activité, selon les pays, évidemment. Et c'est des personnes qui vont surinvestir, se fixer d'une façon presque obsessionnelle sur leur travail, comme si c'était le seul, on va dire, domaine d'épanouissement pour eux. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir on va dire, une adrénaline qui va monter, le cortisol, et l'action du stress qui va mettre à mal les défenses immunitaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un retentissement physique aussi, et puis aussi psychiquement. Et donc là, on va voir aussi un cycle qui va s'installer. Les personnes qui vont s'addicter au café, à tout un tas de stimulants. Donc ça, c'est aussi des personnes à risque. On le voit aussi, ça peut aller jusqu'à d'autres qui vont cumuler aussi d'autres addictions pour je dirais, s'adonner à leur travail, comme la cocaïne ou d'autres choses. On a fait un épisode exprès sur les addictions. Donc, on a voilà toutes ces personnes qui sont vraiment dans cette symptomatologie finalement du syndrome du bourreau de travail qui n'a que cette obsession. C'est quand même le cas le plus représenté. On peut avoir des personnes en fragilité aussi psychologique qui vont être malmenées par leur travail, d'autres personnes qui vont avoir une faible estime de soi et qui, à partir du moment où on va lancer un certain stress, où il va y avoir un certain stress, ça va les déstabiliser. Donc, c'est tous ces facteurs de risque qu'on va aussi, on va dire, objectiver un petit peu à un moment donné. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir tester à partir d'échelles, à partir d'un entretien clinique aussi, ces éléments-là.
Alors, est-ce qu'on peut guérir un burn-out et si oui, comment? Bien sûr on peut guérir un burn-out. Déjà, alors la première chose, c'est déjà de penser aux mesures préventives, parce que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, comme on dit. Déjà bien s'entourer, discuter déjà avec les proches des difficultés, du travail, du ressenti, d'avoir un soutien social. Ça va permettre aussi de faire tampon avec ce stress un petit peu chronique qui se met en place. Bon, d'être à l'écoute aussi de son corps et de ses symptômes. Donc ça, c'est toutes les mesures préventives, hein, finalement. Alors, une fois que le stress est détecté, donc on est dans le burn-out, c'est déjà apprendre à découvrir les causes. Parce que effectivement, on va pas tout de suite s'apercevoir des causes. Alors souvent, on s'aperçoit qu'il y a une liste considérable de tâches qu'on se met, qu'on se donne à faire, des problématiques d'organisation avec des manques de pause, et puis une absence d'objectifs aussi, et puis une forme de perfectionnisme qu'on s'impose. Hein. D'ailleurs, c'est dans les caractéristiques il y avait aussi dans les profils un petit peu particuliers, il y a les personnes qui ont cette dominante perfectionniste aussi. Hein. Bon, donc ça se guérit, je dirais, relativement bien, mais il faut mettre en place une discipline quelque part, hein. Une discipline, et puis passer souvent par des professionnels. Alors déjà, en général, ça passe aussi par le médecin du travail, parce que on va être obligé de se mettre en arrêt aussi bien souvent, et de s'extraire du milieu, et puis par un suivi en psychothérapie, voilà, avec des personnes qui sont sensibilisées un peu à ces problématiques du travail et du retentissement. Alors, dans sa vie personnelle aussi, parce que on va voir tout l'effet domino un petit peu du burn-out qui peut être assez dévastateur. Pour éviter tous les amalgames, Doxem, est-ce qu'il y a une différence entre une dépression et un burn-out? Alors, bien évidemment, il y a une différence entre le burn-out et la dépression. Dans le burn-out, c'est lié à un épuisement professionnel. C'est nécessairement lié au travail, on va dire. Hein. Dans la dépression, le travail n'est pas la cause première, mais ça peut être un facteur souvent aggravant. De plus, on pourrait dire qu'en cas de burn-out, la personne atteinte, elle est toujours en situation finalement de stress chronique. Elle développe cette forme de stress chronique, alors que c'est le cas une fois sur deux dans la dépression. Alors ensuite, il y a des différences aussi constatées qu'on peut voir je dirais, chez les personnes déprimées. En gros, elles produisent aussi des symptômes qui sont différenciés. Et pour donner un exemple concret pour les personnes, la différence principale, c'est qu'un burn-out, si on extrait la personne de son travail et qu'elle part en vacances pendant un mois, elle est loin de tous ses problèmes, elle va souvent aller beaucoup mieux. Elle va se reprendre et aller beaucoup mieux. Alors dans la dépression, on aura beau la mettre dans une île paradisiaque ou dans un moment de vacances, elle va pas forcément aller beaucoup mieux, parce que les causes ne sont pas forcément que liées au travail. Hein, il y a tout un environnement, il y a toute une histoire qui va jouer. Donc ça, c'est aussi important de le percevoir. Alors, par contre, il peut y avoir le passage d'un burn-out à une dépression à un moment donné. C'est-à-dire que quand ça s'emballe et quand il n'y a rien qui se fait, ou qui n'est fait d'un point de vue thérapeutique, et que les personnes continuent dans cette spirale, eh bien, on peut en arriver à un épuisement tel que déjà la personne est complètement KO, hein, physiquement et psychiquement, et qu'elle va petit à petit aussi développer une vraie dépression, et souvent sur le mode modéré à sévère. Hein, là, on va passer à un autre cas. Alors justement, très bonne transition. Quelles sont les prises en charge lorsque l'on souffre d'un burn-out? Les prises en charge, elles vont être de plusieurs, je dirais, ordres. Déjà, bon, il y a le facteur de prévention lié au mode de vie aussi, qu'il va falloir modifier, évidemment. Ensuite, on va voir qu'il y a différentes
perspectives. Alors, on a par exemple les TCC, la thérapie cognitive et comportementale, qui est souvent la plus couramment employée, alors qui va dépendre aussi de la sensibilité de la personne qui a cette difficulté et du praticien. Mais il y a d'autres types qui peuvent être utilisés ou appropriés. On a l'approche, par exemple, systémique, de psychothérapie systémique, qui va prendre en compte la dimension groupale aussi et du système dans lequel la personne elle est inclue. Et qui va s'intéresser aussi sur les interactions avec l'entourage. De même qu'on a l'approche psychodynamique qui sera tout à fait intéressante aussi, parce que c'est pas un hasard en fonction de son histoire si on va se développer finalement ce perfectionnisme, ce syndrome du bourreau de travail. C'est aussi parce que parfois il y a une problématique d'estime, parce qu'on veut se prouver des choses, parce qu'on a une histoire particulière aussi, et il faudra aussi aller travailler sur les causes. Pas uniquement sur les symptômes actuels. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, pour moi, dans ma perspective, une approche qui soit assez intégrative, c'est-à-dire qui prenne en compte l'ensemble des dimensions sociales, physiques, psychiques et de l'histoire de la personne, tout en donnant des indications assez claires pour que la personne puisse se sortir de là. Après, en ce qui concerne l'usage des traitements chimiques ou antidépresseurs, ça sera que dans un deuxième temps. Si vraiment ça s'installait et qu'il y avait je dirais une plongée après dans un phénomène dépressif. Mais ce qui est surtout tout à fait intéressant, c'est de se dire parfois que souvent la convalescence en cas de burn-out, elle va durer quand même pratiquement autant de temps que l'épisode de burn-out. On ne peut pas se dire que voilà, on a un burn-out, ça fait quasiment 6 mois et qu'en l'espace d'une semaine, on va faire un arrêt de travail et on va se reprendre et que ça va aller beaucoup mieux. En général, il va falloir quand même un peu de temps. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, justement. 2 questions me viennent. La première, déjà, comment prévenir un burn-out? Et la seconde est quelle durée pour sortir d'un burn-out? Alors déjà, pour prévenir un burn-out, il y a déjà tout un tas de questions qu'on peut se poser. Mais je dirais que à mon avis, ça serait intéressant pour chaque personne qui est dans un travail qu'elle a tendance à surinvestir. Déjà, c'est quelles sont les sources qui me stressent, les sources du stress dans mon travail, pouvoir les repérer, les identifier, les situations, les peurs ou les conceptions que je peux avoir du travail qui ont tendance à m'amener, on va dire, à ce type d'engagement excessif. Ensuite, c'est quel changement je pourrais apporter à mon travail pour vivre moins ce stress. Et puis après, c'est de voir aussi au niveau de l'employeur. Parce que quand on est dans une entreprise ou un lieu où il y a quand même maintenant un intérêt pour la qualité de vie au travail, on connaît toutes les audits qui sont aussi au niveau des risques psychosociaux, il y a normalement aussi des protocoles de changement pour amener aussi une meilleure qualité de vie, un épanouissement au travail. Donc ça, c'est tout à fait important. Il y a aussi la dimension du type de management. Si on est dans un type de management toxique ou avec on va dire un N+1 ou N+2 qui va nous harceler. Donc là, il y a aussi des mesures. Donc là, ça peut aussi s'inscrire dans burn-out parce que aussi harcèlement, management toxique, etc. Donc se poser toutes ces questions pour déjà mettre en œuvre une stratégie, on va dire, pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà. Ensuite, pour la durée, déjà, ça va souvent commencer par un arrêt de travail. Il faudra s'extraire du travail parce que c'est justement là où on a cette problématique et rarement on peut continuer à travailler si à un moment donné on ne crée pas cette rupture avec un système et une organisation et un fonctionnement qu'on a mis en place. Alors, en général, il faut quand même, c'est ce que je disais, quasiment à peu près le même temps qu'a été cet épisode assez aigu. Si ça a duré 1 mois et qu'il y a eu 1 mois assez aigu, il faudra souvent s'arrêter pendant 1 mois. C'est souvent la durée utile qui a correspondu finalement à cette période de stress traumatique, parce que ça fait aussi traumatisme. Après,
pendant ce moment-là, il va falloir aussi travailler le poids du travail dans sa vie. Est-ce qu'il y avait aussi un manque de reconnaissance, la question de la surcharge, et tous les éléments durant une thérapie, alors qui va peut-être se prolonger un peu aussi au-delà pour consolider, je dirais, le fait qu'on va mieux. Il ne suffit pas de sortir de l'état de burn-out, il faut surtout changer un fonctionnement et un rapport par rapport au travail qu'on peut avoir. Donc ça, c'est tout à fait important de pouvoir développer cette démarche-là. Merci, Doc-Sem. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. On se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Merci, Doc. Merci à toi, Christine.